Hey, ¿cómo estás, les polos hermanos? Ce qui veut dire comment ça va, mes frères poulets. J'adore. On va rester sur cette intro. Alors, le Traxxas OS pour Matisse. Cette vidéo sortira après que Matisse ait eu la machine, puisque son père, grec, ne sait pas que la machine sera juste propre. Tu branches, tu roules. Je lui ai dit, je te l'envoie dans l'état. Donc il s'attend au pire, évidemment. Mais bon, c'est pour Matisse. Qui a été interné contre son gré. Elle avait quoi contre ça? À l'internat, à l'école, vous en faites pas. Il nous l'a pas enfermé à l'asile. Alors, ce os, on va revenir dessus. Il y a fait un paquet de runs. Je suis revenu à ce que je faisais au début de la chaîne, c'est-à-dire que j'ai pas tout filmé parce que j'ai pas que ça à faire, et moi aussi j'ai envie de m'amuser et pas toujours avoir le truc sur le front là, et tu vois. J'ai fait avec cette machine, c'est pourquoi elle est faite, c'est du cross. Je suis pas allé faire des sauts de débile avec, pour ça j'utilise des machines comme Big Mama ou autres, des engins que je sais que ça m'est égal de massacrer, mais des engins comme ça qui ne font, je suis sûr qu'ils ne font que passer dans le garage parce que j'ai envie de les essayer. Surtout quand c'est une machine qui me chipote sur un truc, là en l'occurrence c'est évidemment le prix de départ. Mais cette machine après nous a agréablement surpris. D'abord, alors le moteur on était sûr que ce serait bon, c'est le moteur du Traxxas OS, du Max pardon, le Traxxas Max qui a été monté dans le OS. Donc là déjà on est sûr qu'on est bon parce que dans le Max ce moteur est largement trop petit. 3670, 2400 kV, c'est un moteur qui doit développer dans les 1700 watts en général dans cette taille, 1400-1700 watts, dans un engin de 4 kg où normalement on roule avec des moteurs de 2500 watts. Bobo. Par contre là-dedans, comme ce machin fait 3 kg et des brouettes avec ses roues d'origine, on a vu, on a réussi à tout juste à la barre des 3 kg avec des roues un peu plus légères, donc un 36-60 suffirait. Ce moteur là aussi est stressé dans le TC. Ça y est, je parle comme Papa RC. Testé dans le K-Capit, vous avez vu dans le SC, on a pu mettre un pignon de 19 dessus en 3S. On était tranquille, il montait pas en température ni rien. Là, en plein cagnard, il a chauffé, mais toujours sans devoir avoir besoin d'un ventilo. Ça ne veut pas dire que je te conseille de ne pas en mettre. Mais un ventilo, n'hésite pas, c'est toujours mieux dans certaines conditions. Alors il n'y a pas besoin de le laisser dessus en permanence. Le ventilo, c'est un truc que tu mets quand il fait vraiment chaud. Tu sais que tu vas rouler en plein soleil, il fait très chaud, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Mais un ventilo. Sinon là, dans les conditions d'utilisation où on s'en est servi, il n'y a pas de problème. On a quand même fait certains sauts assez hauts pour la taille de la machine. Des atterrissages évidemment qu'on a loupés. Et très très agréablement surpris par les pare-chocs. Le châssis, on savait qu'il encaisserait, ça c'est sûr. À l'époque des premiers slash, sur les slash encore, ouais, c'était. On n'arrivait pas trop à péter les châssis, c'était vraiment sur la version avec les grosses roues, sur les gros sauts. Mais le châssis a évolué un petit peu en plastique, ils ont modifié aussi le montage des nids d'abeilles, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué sur ce châssis avec le temps, même s'il a toujours la même dégaine. Bon, certains emplacements ont changé, mais il est vraiment solide. On n'a pas eu de surprise avec les tourelles, elles tiennent. J'ai dû en casser une sur mes slash, vraiment en faisant le gros cochon. Mais elle bouge pas, donc il n'y a pas d'utilité de mettre de la tourelle alu ou quoi que ce soit, c'est clair. La roulette aussi. Je pensais vraiment qu'elle était trop rigide et qu'elle aurait du mal sur certaines gamelles. Mais non, elle a encaissé. Mais il faut évidemment toujours des conditions très froides. Ça c'est sûr, en conditions très froides, ça sera un problème. Les nouveaux triangles, qui sont donc aussi livrés sur le Slash Ultimate, malheureusement pas sur le reste de la gamme, qui sont aussi sur le Rustler, ne sont pas encore sur les deux roues motrices, ne sont pas encore sur les 4x4 entrée de gamme. C'est dommage parce qu'il y a vraiment une très nette évolution de la solidité de ces triangles. Pareil, hein, sur mes premiers Slash, voilà, tu sortais, tu avais des triangles avec parce que tu en cassais. On cassait aussi les axes. Et là, avec ces grosses roues, comme elles sont quand même assez lourdes, hein, on l'a dit, elles font dans les 240-250 grammes, quasi le poids de roue de truguide complète. On pensait réellement avoir des problèmes à ce niveau-là. Eh bien non. Sur mon premier slash aussi, de temps en temps, on cassait une chape, un porte-fusée, etc. Là, non plus.
ça a tenu. Et les cardans. Les cardans commencent à être marqués. On va te le montrer là. C'est là où on le voit le mieux, je pense. Hein. On a ici l'ouverture qui commence à avoir un peu de jeu au bout d'une quinzaine de runs. Mais alors, on a tout roulé en 3S. Hein. Elle l'a vu sur les runs que j'ai filmés. J'ai pas économisé la bestiole. Tout s'est bien passé. Ils sont encore bons. Après, moi, j'ai fait que 5 runs avec les roues d'origine. Tout le reste, j'ai fait avec des roues plus légères. Ça aide évidemment aussi. Donc j'invite ceux qui roulent que sur les roues d'origine à me donner leur ressenti avec ces cardans. Quelles options vais monter, lesquelles ont tenu, lesquelles n'ont pas tenu. C'est très important pour les débutants qui sachent où aller. Sur le Slash, à l'époque, il y avait MIP qui faisait des heavy duty, c'est-à-dire que c'était plus des télescopiques. On avait une noix de cardan à la sortie et on avait un cardan CVD après en acier, type ce qu'on trouve en Buggy 1.8 ou Truggy 1.8. Elle est vraiment taille 1/8, donc là, t'avais plus de problème. Mais c'était pas télescopique, donc selon le débattement, c'est un problème. Mais là, ça va. Ça ira largement. Hein. C'est pas mal. Donc, structure, ok. Électronique, ok. Le cerveau d'origine avec les pignons plastiques gris, c'est pas le plus rapide, mais il a quand même tenu sans broncher. Il a pris un paquet d'impacts, le sauve-cerveau évidemment fait son travail, mais il n'a toujours pas cassé. L'engin étant léger, ça lui va très bien. Pour ce qui est des upgrades, donc moteur, pas de problème. Vario, devrait pas de problème, parce que le moteur, comme il monte pas trop dans les tours, chauffe pas trop non plus. Le VXL 3S, il vit ça tranquille aussi. Il vit ça beaucoup mieux qu'avec le Velion 3005, qui est dans Slash ou le Stampede qui là chauffe. Donc le moteur chauffe à fond, il tire du jus à fond, le Vario chauffe aussi. Voilà. Ce que certains ont eu sur les anciennes générations, je ne sais pas si c'est encore le cas sur les nouvelles, pour l'instant ça m'est pas arrivé, c'est le problème de petits boutons on-off là. Alors celui-là, il faut vraiment juste le toucher pour mettre en route. N'oubliez pas, débrancher pour éteindre, c'est toujours plus simple. C'est un interrupteur électronique, tu n'es pas obligé d'éteindre là et de rallumer là. Et avec des petites saletés qui se sont mis là-dedans. Dans les conditions dégueulasses, évidemment, ce bouton peut rester coincé, donc soit enfoncé, donc il se passe en mode prog, en mode de programmation neutre, etc., en boucle. Ça peut poser problème. Donc tu peux ouvrir délicatement le variateur, parce que le plastique s'enlève, il y a des clips, fais gaffe de ne pas péter les clips, et tu peux nettoyer là pour le remettre en route, c'est pas un problème. Cerveau, bon bah là, panne standard, les pignons qui pètent, ou le moteur charbon dedans qui est à un certain moment au bout de sa vie, hein, parce que le charbon ça se bouffe. Le moteur sur le Vélino évidemment surchauffe, rotor qui pète, tout ça. Sur le 2400 pour surchauffer, il va falloir y aller. Il y en a bien sûr qui vont réussir parce qu'ils vont mettre un pignon beaucoup trop gros, parce qu'ils vont vouloir aller beaucoup trop vite. Et ben, ça sera leur faute. Franchement, comme il est d'origine sorti la boîte en 3S, pour moi ça me suffit. Pour cette taille d'engin, pour les capacités de la machine, c'est largement assez. J'ai pas besoin de faire plus. Si tu veux faire plus, tu mets une dent ou deux en plus sur le pignon principal moteur, mais après tu fais gaffe à ta chauffe et tu assumes ce qui te passe avec la Vmax supérieure au niveau des crashs. C'est clair. Plus tu vas vite, plus tes crashs vont être méchants. J'ai pas eu de mauvaise surprise avec le tube, qui est fermé donc jusqu'au bout, puisqu'il y a un différentiel central là-dedans. Ça, c'est ce qu'il y a en plus sur le hausse par rapport au reste de la gamme. Tu as le diff central dedans, qui est donc plus simple à gérer que le slipper. Pour moi, clairement, pour un débutant, un diff central, c'est mieux. Ils ont eu la bonne idée de le remplir avec de l'huile épaisse, qui fait que tu ne moulines pas de l'avant. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir sur les essais. Je ne les ai pas encore fait, mais on va les faire si tout va bien cet après-midi. Ouais, ça m'arrive d'avoir libre aussi un après-midi pour vous montrer ce qui se passe avec un diff plus détendu. Donc, très bon choix de Traxxas, ce diff central avec l'huile épaisse. Les huiles mises dans les diffs avant-arrière, voilà, ça c'est ce qui est chouette, sorti de la boîte, tu touches pas à tout ça. Les diffs sont ceux du Erevo 1, donc un engin qui faisait 5 kg quasiment. Donc dans des engins comme ça, avec des poids réduits, ça pose pas de problème. Ça c'est l'avantage. Franchement, c'est rare d'avoir un pépin de transmission sur cette gamme d'engins Traxxas. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé. J'ai réussi sur le Slash à l'époque parce que je roulais en 4S avec un moteur qui prenait des tours de ma boule. On a fait surchauffer, on n'avait pas fait l'entretien, on a poussé à bout comme d'habitude. Lui, il a cramé dedans, ça a chauffé, plastique a fondu, les noix ont bougé, enfin les planétaires sortent directement du diff pour aller fixer évidemment le cardan dessus. C'est vissé par une petite BTR par là, tout simplement. Donc là, ça commence à prendre du jeu, l'huile s'est répartie partout, les pignons bloqués, on a fondu le plastique.
mais voilà. Niveau couronne, pignon d'attaque, il t'arrivera un problème si tes roulements lâchent, c'est-à-dire le roulement qui est ici à l'entrée et le roulement qui est là-dedans à l'entrée, ou que tu as vraiment, c'est le cas si tu n'as pas un cardan télescopique, pris un gros coup sur le côté et que le cardan, ou si les cardans ici bloquent, si tu roules dans la grosse patouille et que ici tu remplis tout de terre, de boue, de saleté et tu laisses sécher et s'encrouter ça, c'est spécialité de certains qui se prennent pour des pros, qui nettoient jamais rien, qui ont oublié pourquoi il faut nettoyer. Ces cardans doivent absolument, regarde à l'arrière, coulisser, tu vois, ça bouge. C'est pas grand chose, hein, c'est sur 2-3 mm. Si ça coulisse pas proprement, si tu les as séparés et mal emmanchés, parce qu'il y a un sens pour les mettre, il y a toujours une cannelure où ça va super bien. Donc tu te prends le temps de mettre ça là où ça va super bien. Il est très important que ça coulisse, sinon qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas monter ta suspette, tu vois, au lieu que le cardan coulisse, il va pousser sur le planétaire sur lequel il est vissé, qui va aller presser sur les satellites, le diff va se freiner lui-même, va se bloquer lui-même mécaniquement, et tu vas le détruire. Pareil, s'ils sont bloqués en position courte, tu vois, ça va même freiner la suspette, même de l'autre sens en fait, hein, ça va forcer sur la suspette. Ici, tu auras un effort mécanique qui va se répercuter dans le diff. Sur les roulements aussi, tu auras une pression, mais eux, ils vont encaisser plus que le planétaire satellite là-dedans. C'est là que tu vas broyer la chose. Donc il est impératif que si tu as un télescopique, il fonctionne librement. Quand tu as les cardans normaux aussi, tu as la noix qui est fendue, donc le moustique qui pique, qu'est-ce qu'il fait là, lui J'en ai tout. Donc, si tu as une noix et un cardan CVD ou des double dog bones, c'est pas un problème puisqu'il va coulisser, l'ouverture est prévue en conséquence. Donc faites gaffe à ça, hein, très important. Donc, je suis content de la structure, de la transmission, du diff central, du moteur. Le vario va pas changer, mais comme le moteur va mieux, moins de stress sur le vario. Le cerveau avec les pignons en plastique gris, donc les nouvelles versions, rien à voir avec, c'est vraiment beaucoup mieux que les anciens. Là-bas, on cassait sur les pignons blancs, on cassait vraiment rapidement. Tu sortais au bout de 5-6 packs, tu avais pété tes dents, c'était vraiment pas drôle du tout. Pneumatique. Là aussi, lourdeau, je trouve, pour le poids de la bête. Ça a l'avantage pour la tenue de route, tu as du poids en bas. C'est un inconvénient parce que tu as beaucoup d'inertie quand tu roules vite. Cette inertie te permet aussi de faire des backflips et des frontflips plus facilement. Ballonne pas extrêmement solide et endurant. Pour moi, à l'heure actuelle, chez la gamme Traxxas, c'est le meilleur pneu que Traxxas ait fait. Niveau endurance, capacité toute surface, résistance, pas niveau, tu vois ça c'est un peu, sur ces pneus là, c'est ce que j'aime pas, t'as pas ce moelleux qu'on aime bien, mais le gros avantage c'est que c'est moins sensible justement à un autre problème, c'est-à-dire l'eau et la saleté qui passent dedans, qui te rincent les mousses, puisque c'est la carcasse du pneu qui fait la structure et pas la mousse. Tu vois, la mousse, t'as l'impression qu'il n'y a presque pas de mousse à l'intérieur, comme sur les pneus du Mojave ou autres, mais force est de constater que c'est efficace. On a une très bonne traction dans la terre, dans l'herbe, ça glisse bien sur le goudron, et on l'a fait sur le goudron, sans trop bouffer le pneu, évidemment, si tu insistes, tu vas aller fumer, ça c'est à toi de voir. Et parce qu'ils ont pensé à arrondir les crampons ici sur le côté, on n'a pas trop de grippe latérale, donc même dans l'herbe, quand tu prends ton virage, attention, c'est un MT, c'est pas un truggy, tu rentres pas dans ton virage et tu tournes, ça fonctionne pas comme ça. Tu freines légèrement, tu délestes l'arrière, tu braques un petit peu, tu remets gaz et tu fais glisser la bête en force avec la force motrice, tout simplement, tu fais ripper l'arrière. Là, ça tourne super bien, enfin dans les conditions, moi j'ai essayé sur plusieurs surfaces d'herbe pour voir. Donc c'est un pneu vraiment sympa toute surface. Vraiment, j'aime ce pneu. C'est vraiment, vraiment cool. J'aurais presque envie d'acheter la version pour le OS, pour le Max. Mais sur le Max, j'aime bien avoir des roues un peu plus grandes que ça. Et le prix Traxxas picote quand même. Hein. Ça fait bobo le prix de ces pneus. Mais là, ça vaut le coup par rapport aux anciens talons. Ou même les nouveaux talons du RMO2. Là, le prix fait mal et en plus, ils ne sont pas résistants. Donc, j'espère que Traxxas va nous sortir ces pneus sur, pas forcément ce profil, hein, mais cette qualité de gommard sur toute la gamme. C'est ce qui fait aussi la différence entre le Stampede et le Hoss. Les cardans super renforcés, les roues, je ne vais pas dire indestructibles, mais franchement de la balle. Le moteur et le diff central. Ça, ce sont
des choses en plus par rapport au os, par rapport au Stampede. Les pare-chocs aussi sont mieux faits que le Stampede. Ce qui manque impérativement au os, et c'est ce qui a sauvé mes amortos, c'est clair. Dans la gravière, sans ceci, et ça se voit aux impacts, les mecs. Regardez les impacts qu'on a là-dessus, tout ça, ça aurait été répercuté directement sur l'amorto. À l'arrière aussi, évidemment. Tu vois, tout ce qui a tapé ici n'a pas tapé sur l'embase de l'amorto. On a quand même plié très légèrement les tiges d'amorto. C'est du fer blanc. L'avantage, c'est que ça se remet en place aussi vite que c'est tordu. Il suffit de prendre une pince, un chiffon, tu prends l'amorto même monté et tu vrilles un petit peu et c'est reparti. C'est un truc de dingue, c'est vraiment hyper souple et c'est le gros point négatif de ce Traxxas Os avec son prix. Ce sont vraiment les deux choses que j'aime pas sur ce os. C'est le prix de départ de 530 €, le max est à 630, il y a une centaine d'euros de différence alors qu'on n'a pas du tout les mêmes structures. Évidemment, on a un moteur qui prend 4S, donc certains voilà, ils vont mettre un varieux 4S, vont rouler 4S. En 4S, tu vas te dépasser ce que ce os peut structurellement encaisser et tu vas très vite le dégrader, c'est sûr. C'est rigolo pour aller faire justement des sauts de maboule et tout, ok, mais vraiment, faut vous dire une chose, les débutantes, c'est que quand vous voyez des vidéos de sauts extrêmes et de machin, de gros bâches, c'est que certaines chaînes montrent tout ce qui se passe, donc tu vois que ça casse, et qu'à la fin de ces sessions, c'est fini, tu es à l'atelier, tu répares. Et dans certains cas, tu casses des choses que tu n'as pas vues tout de suite, qui vont recacher plus tard, tu vas créer des points faibles sur la machine qui vont te lâcher ultérieurement. C'est pas parce que ça a tenu la séance de super vache que dans 2 packs plus tard, t'as pas tout d'un coup, tu vas te retrouver avec 2 morceaux de châssis, 2 morceaux de tourelle, un diff éclaté ou autre. Hein, il y a des choses qui usent, et même si ça craque pas tout de suite, ça va t'arriver plus tard. Donc pense-y, et la plupart des chaînes qui, évidemment, ne montrent pas tout. Te montre un saut, un atterrissage chouette, pouf, la caméra se coupe directement après l'atterrissage, et là tu vois la machine qui repart de l'autre sens. Des fois on voit même pas l'atterrissage, ça repart tout de suite de l'autre sens. Donc là il faut se dire, très cher débutant, qu'il y a un truc louche. Quand t'as pas tout montré, c'est qu'il y a un problème. Mais ça fait le show, donc les gens regardent. Le problème, c'est que toi, t'y crois. Il n'y a pas que les débutants qui croient. Il y en a qui croient que tu peux passer 20 minutes par pack et 3 packs d'affilée dans une gravière à fond la caisse ou mettre des rampes sur une rampe, machin, faire des sauts super hauts, des atterrissages de dingue, des trucs à plat sur le toit, machin, et que tout ça a été fait tranquille en une session et entre temps, à part faire une petite pause pour le pilote, il ne s'est rien passé. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a de la réparation en cours de route. On montre après des fois sur certaines chaînes, voilà, j'ai cassé ça, ça et ça et ça. Mais quand on te le montre vite fait comme ça, tu n'as pas la réalité des choses. Parce que si tu vois ton run et que systématiquement toutes les 2-3 minutes, le gars il est en train de récupérer sa caisse pour aller remettre une vis, pour renforcer là, pour changer ça, tu vois que là, la session devient chiante. C'est ce que j'appelle moi une session chiante. Si je suis toutes les 3-4 minutes en train de devoir récupérer un truc, ça devient ennuyeux. Hein. Donc ne te lance pas dans ça si tu ne veux pas flinguer. Donc les amortos pour moi clairement devraient avoir, alors à ma grande surprise on n'a pas arraché les capuchons d'amorto. J'étais vraiment sûr qu'on allait développer ça, surtout avec ces grosses roues là, quand tu fais en fait des tonneaux. Tu fais un tonneau, tu vas, au lieu de compresser la suspension, tu vas tirer dessus. Là tu tires sur l'amorto et tu vas les péter là. Mais en fait non, regarde, c'est le triangle qui se plie, qui flex, regarde ça, et qui va compenser une partie de la chose. Tu vois, tu arrives vraiment à tirer fort dessus, c'est impressionnant. Donc ça, c'est cool. Mais les tiges, là, ça va pas du tout. Faudrait vraiment faire autre chose, soit de la meilleure qualité. J'ai jamais regardé en fait s'ils font, si les tiges option nitrite de titane sont dispo pour les amortos standards ou s'ils sont uniquement disponibles pour les GTR. Alors il y a un truc s'il ne faut pas vous faire avoir, c'est les anciennes options Traxxas. Il existait les amortos Big Bore, pas les GTR, qui ne sont pas du tout adaptés à la gamme Slash, OS, etc. C'était prévu pour le T-Max et le Max à charbon, ancienne version courte. Les ressorts ne vont pas du tout, ils sont beaucoup trop mous. Et ces ressorts-là ne vont pas dessus parce que les amortos sont un peu plus petits au niveau de la coupelle ici. Tu peux le faire, mais il faut garder ta coupelle d'amorto, il faut garder ici ta coupelle supérieure et coupelle inférieure d'amorto en fait,
pour monter ce ressort qui sera un peu plus grand en diamètre. Donc ça va nager un petit peu dessus, mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Bon, au pire, sur le corps d'amorto, tu mets une gaine thermo, et ensuite tu glisses ta coupelle supérieure, ça fait que ta coupelle ne bougera plus, et là ça va aller. Parce qu'il faut savoir qu'en gamme GTR, c'est ce que je ne comprends pas là-dessus, pourquoi sur ce os ils ont mis les ressorts simples, ici non progressifs, alors qu'ils ont une gamme de ressorts progressifs chez Traxxas énorme. Ils ont une grande gamme de ressorts progressifs, donc tape dans la gamme progressive, ils ont des ressorts plus 5%, plus 10, plus 15, plus 20%. Et par rapport à ce qui est là-dessus, moi franchement, par rapport à l'huile d'origine aussi des amortos, qui d'origine il est hyper méga souple, c'est sympa dans le gros tout-terrain, mais dès que tu fais même un mini saut, hein, je veux dire, moins de trucs, tu t'effondres, s'effondre très vite dans les virages, bend très vite aussi. Donc à l'avant, j'ai mis, je ne sais même plus si j'ai mis de la 500 ou de la 700 CST. Je sais que dans les slash, je mettais de la 800 CST à l'avant. Donc il faut mettre de l'huile vraiment plus dure à l'avant. Et je partirai sur des ressorts entre 10 et 20% plus durs, selon tes besoins. Pour mon utilisation, je partirai aller sur du 20% et huile 700, 800 CST à l'avant et 500 CST à l'arrière pour un véhicule plus ferme, mais qui est toujours agréable à rouler dans le tout-terrain, dans le gros tout-terrain. Parce que les amortos sont montés bien raides. Évidemment, si tu couches les amortos, ça va se comporter différemment. Ne mets pas tes amortos trop raides non plus, hein, c'est pas prévu pour, ça va pas aller. Pour la carreau, évidemment, elle, si tu vas fort, elle va se déchiqueter. Ce qui compte, c'est l'arceau. C'est l'arceau qui protège le véhicule, qui tient la structure. La carreau n'est qu'une déco posée par-dessus, contrairement à beaucoup d'autres engins où la carreau est fixée avec 4 circlips. Et là, elle prend tout dans la tronche et c'est elle qui protège, même si elle ne peut pas, à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est le truc balèze avec l'arceau, mais arrivé une fois un truc tout bête avec ça, c'est qu'en mettant ici, comme tu es très juste, regarde, c'est que j'ai enlevé le caoutchouc qui allait se promener dans la nature. Je ne l'ai pas retrouvé, j'en ai encore là. Le problème, c'est qu'il faut acheter un boîtier complet pour avoir ce petit caoutchouc là. Donc, grec, je te conseille de le coller. Je ne le fais pas moi, parce que c'est toi qui décides, c'est ta caisse. Donc voilà, fais gaffe à ça. Donc c'est quand même cool parce qu'on a très peu de points négatifs. On a des hexagones ici en plastique, ils ont tenu le choc. Les empreintes sont très profondes, les hexagones en plastique sont larges. Ça, c'est cool. Du look perso, je l'aurais bien aimé un poil plus large. Alors avec ces roues, ça va avec le déport, mais je le trouve un peu trop grande par rapport au truc. Moi, j'ai vraiment préféré avec les roues le Z-Tenacity, mais c'est chacun son truc. Alors, donc, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer ce qui se passe avec vos machines selon les terrains utilisés. Vous l'avez vu dans la gravière, donc les graviers se mettent partout, ça se pose, ça ronge les pièces. Il faut s'arrêter régulièrement contre la machine. Ou si tu es mauvais pilote comme moi, tu fais régulièrement un tonneau pour dégager tout ce qui vole dedans. J'étais sûr que le ventilo allait mourir. Ben, il n'est pas mort. Tu vois, la caillasse a traversé. Parce qu'il y a beaucoup de varios, tu as une grille dessus, ici, pour empêcher les gros débris de rentrer dedans. Le problème, c'est les petits débris qui passent en dessous. Quand tu te retournes, ils passent à l'envers des pales et c'est là que tu dégommes tout. Donc, est-ce que la grosse grille est vraiment utile? Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. C'est toujours pareil. C'est comme la ceinture dans l'automobile. Est-ce qu'elle est absolument nécessaire? Selon les crashs, il y en a qui te diront j'ai survécu parce que j'avais pas de ceinture. Je suis sorti de la voiture qui, elle, est descendue dans le ravin et a pris feu. Et l'autre, il te dira voilà, ben, sans la ceinture, j'étais mort. Je me serais brisé la nuque. Donc, c'est toujours pareil. C'est à toi de faire tes choix. Là, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de loi là-dessus, tu ne prendras pas de PV. Donc, si tu as économisé dur pour ta caisse et que tu ne veux pas te retrouver avec des réparations derrière, tu choisis bien ton terrain. Tu fais le tour du terrain toujours à pied, voir où sont les obstacles, les trous, les caillasses, les morceaux de béton, les ferrailles, etc. Tu utilises ton plein gaz uniquement sur certains moments où c'est utile. La plupart du temps, quand je fais les vidéos, je roule à 3/4 des gaz uniquement. Hein, sauf quand je pète ma pile, quand je gueule gaz, là je suis à fond. Parce qu'il y en a qui prennent les caisses et après ils roulent à fond, à fond, à fond. Ils sont toujours à fond sur la gâchette, ils freinent toujours à fond. Là tu détruis ta transmission, tu chauffes ton moteur, tu chauffes ta lipo, ça donne rien, t'as pas d'autonomie. Et tu t'es pas forcément bien marré, puisque si tu es plein gaz sur la ligne droite et que ton véhicule est déséquilibré, tu ne peux plus le rattraper, ça part en cacahuète. On en a plein de ces scènes-là sur les vidéos, surtout avec les Moyaves. Regardez mes dernières vidéos de Mojave, dans la ligne droite, on est resté pied dedans, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu fais le méga culbuto.
Si tu roules mi-3/4 des gaz, de façon raisonnée, surtout sortie de virage, hein, ça sert à rien d'enfoncer les gâchettes comme un âne, comme des ânes, parce que ce qui va vous arriver, c'est vous allez faire ballonner les roues, perdre la puissance, ça va être trop brutal, incontrôlable, ça donne rien. Donc utilise tes gaz de façon raisonnée, tu roules mi-3/4, tu gardes le reste en réserve, juste pour rattraper l'assiette, et voilà. Tu évites le sable fin, tu évites la flotte, et tu évites surtout les graviers. Rouler dans les graviers, c'est l'apocalypse pour les machines. Regarde en dessous, un seul et unique run dans la gravière. Regarde ce que ça a fait. Le véhicule est matraqué en dessous, laminé. Les vis sont nettoyées. On a des impacts dans les skid plates ici. Et ici, tu vois, c'est vraiment, vraiment... Et regarde là, il est même sorti un petit peu, donc ça, on va aller le remettre. Regarde l'impact qu'on a là, tu vois, on a tapé évidemment quelque chose de gros. Heureusement, j'ai mis donc les protections du Stampede. Donc franchement, si vous prenez un os, prenez direct avec les 4 protections d'un morteau Stampede. Donc c'est un kit pour l'avant et un kit pour l'arrière. Ou sur AliExpress, la version Renault, parce que ça suffit. Ça vaut 6 ou 7 euros, les origines valent le double. À toi de choisir. De l'autre côté, c'est vrai que si tu le prends en boutique, tu as tout ensemble, ça te fait ton petit package et t'es tranquille. Hein? Le cerveau, tu vois, lui, même si beaucoup croient qu'il est très exposé là en dessous, regarde, il n'a pas la moindre trace, ni même sur les vis de quoi que ce soit qui lui a impacté sur la tronche. Donc ça va super. Si tu changes tes hexas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, fais attention à la profondeur de l'hexa et au diamètre de l'axe ici. Alors en petit 1/10, généralement c'est du 4 ou du 5. Par contre sur SC et MT110, c'est entre du 5 et du 6. Ça dépend des fabricants. Donc si tu chopes un 5, tu peux le percer à 6, c'est ce qu'on a fait ici. Là j'ai pris un petit hexagone en alu. Il est un tout petit peu plus fin, mais ça suffit. Pourquoi je te dis de faire attention à la profondeur? Parce que, regarde, sur le os ça passe. Regarde, l'hexa est à l'intérieur de la jante, donc il est possible que ta jante ici frotte sur ton moyeu et que tu ailles endommager quelque chose. Et surtout, tu vas faire des efforts, tu vas faire fondre le plastique, tu vas chauffer. Fais gaffe. Comme je te l'ai dit aussi, avec les hexagones plastiques, ça se passe très bien, mais, il y a toujours un mais, c'est que si tu serres trop fort, ton hexagone plastique va péter sur l'axe, et pareil, tu vas aller frotter là. Tu ne remarqueras pas, tu pourras rouler, mais la voiture va tirer d'un côté si c'est vraiment flagrant, et si c'est pas tout de suite, ça va être plus tard, que son roulement va chauffer et lâcher. Il va chauffer aussi, il va déformer la pièce ici, et il va commencer à bouger là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté donc avec les roues d'origine et les chocs et la vitesse. Sur ce os, on a très très vite ici du jeu. Alors déjà là, tu as du jeu partout, c'est normal, ça ne dérange pas du tout en roulant. Et tu as du jeu aussi ici, le roulement dans le porte-fusée. Tu vois, fusée, porte-fusée, attention dans le descriptif des boutiques, ceci est la fusée. Qui n'a aucun sens, ça ne ressemble pas du tout à une fusée, ça volerait très mal. Ça par contre, c'est une bonne forme de fusée à la longueur, et ça vole très bien si tu veux l'utiliser dans un lance-pierre, une vieille fusée. Donc tu fais gaffe à ça. Ça a l'air impressionnant le jeu, mais ça ne dérange pas du tout quand tu roules. J'avais d'ailleurs dit à Greg que ces roulements étaient probablement foutus. En fait, non. Les roulements vont très bien, il n'y a pas de problème. Donc tu touches à ton tulle, tu ne me révises pas cette caisse, Greg. Tu la branches, tu charges la batterie et tu laisses rouler ton fiston. Hein? La radio évidemment avec, boîte d'origine et tout ce qu'il faut. Donc faites gaffe quand vous changez les hexagones. Là j'ai pris des hexagones alu, parce que je préfère. Évidemment, si tu serres trop fort l'hexa alu, tu vas plier ou péter cet axe, donc tu vas en revenir au même point. Très important aussi quand tu changes des hexas, soit tu prends les options origine, si tu prends d'autres options, comme dit, enfin si tu prends les origines, normalement ça passe sans encombre, si tu prends autre chose, tu fais gaffe. Il faut aussi que l'empreinte soit bien, parce qu'il y a des hexagones qui sont plus ou moins mal faits, et l'empreinte ne va pas bien dans la jante, ou la jante est trop molle, c'est le cas des jantes, vous l'avez vu, du ECX Rucus. Les jantes sont très molles, elles tournent autour de l'hexa. Les jantes Traxxas, les moyeux sont super balèzes. Ça, c'est le moyeu de la jante. Et là, ça se passe bien, il n'y a aucun souci. Il existe des adaptateurs Traxxas d'origine pour passer en 17. Ceux-là, c'est sûr, sont bons. Si tu prends la ref pour le os, tu es sûr que tu as les bons. Comme dit, parce qu'il existe du 5 et du 6. Donc, il ne faut pas se faire avoir entre le slash et le os et Stampede, tout ça. Et la X01 qui, elle, a du 6 mm. Attention.
méfiez-vous. C'est pareil avec les cardans CVD options. La X01 a du 6, les autres ont du 5, donc faites gaffe, c'est pas pareil. Tu peux évidemment monter les 6 aussi sur la gamme où il y a du 5, je parle des cardans, mais il faut penser à prendre les autres roulements, puisque là les roulements ont des trous de 5 et l'autre il faudrait des trous de 6. C'est là qu'il y a la différence entre le kit de roulement de la X01 et des Traxxas Slash, Stampede, etc. Tu as ensuite ce genre d'adaptateur qui se met par-dessus l'hexagone de 12 et qui est vissé par devant. Tu le vois pas, voilà. Avec ceci, tu as là deux solutions. Soit la solution Traxxas, c'est-à-dire une vis qui est à ras, avec une empreinte hexagonale à l'intérieur. Donc ce qui est plat, c'est discret, c'est propre. Mais l'hexagone, si tu as fixé de la loctite, et ben, si la clé tourne dedans, les ennuis commencent. L'avantage de ça, c'est que tu as un bon accès, mais si ça dépasse, si tu as une jante où ça dépasse, parce que souvent les roues de 1/8 n'ont pas de déport. Donc ceci dépasse de la jante et tu vas taper là-dessus, tu vas l'amocher. Ce que je te conseille de faire, si tu peux le faire, c'est de prendre des élargisseurs avec la tête hexagonale, mais avant de les monter, tu prends une scie à métaux, une Dremel, ce que tu veux, et tu me fais une fente à l'intérieur, 1 mm de profond, proprement sur la longueur, bien au milieu. Il faut que ça soit fait proprement. Ce qui te permettra, si la clé glisse, de prendre un tournevis plat. Un tournevis plat de 4 mm que tu pourras évidemment bien... Il faudra que tu as deux, un qui devra maintenir et l'autre qui pourra tourner proprement. Puis tu pourras même mettre un embout sur ton cliquet pour bien pouvoir forcer dessus. Hein. Simple petit conseil si tu fais ce genre de choses. Après les runs, ce qu'il faut faire sur ce os, sur toutes les machines, hein, là on va le spécifier sur le os parce que je vais vous montrer là, mais c'est comme ça sur plein de caisses. Sur l'os, c'est un peu plus facile par exemple que sur le granit, armoire granit. Quand tu as roulé dans le sable fin, les graviers, etc., se mettent partout. Donc toujours checker partout, aux liaisons, et même pendant que tu roules dans les graviers, qu'il n'y ait pas de caillasse qui se mettent dans tes suspects, qui te bloquent tes suspects, qui t'usinent tes cardans ou tes diffs, rien qui coince les amortos, rien qui soit passé sur la transmission, qui te bousille ton tube de transmission, qui fasse des trucs là, qui coincent. Et le gros piège aussi des graviers, c'est ceux qui vont se mettre là-dedans. Pendant que tu roules, tu as de la caillasse ou autre qui peuvent se mettre, ça arrive aussi un sous-bois avec les branches, hein, qui peuvent te bloquer ta roue. Et là, soit ça te bloque la roue nette, donc c'est le cardan qui va morfler, soit tu ne remarques pas, et ça va usiner ici ton moyeu, ta pièce ou autre. Là ça va, parce qu'on a relativement de la place, à l'intérieur ça dépend vraiment des jantes. Il y a des jantes qui ont vraiment plus de problèmes que ça. En MT ça va, parce que la jante est beaucoup plus grande que le moyeu, mais quand tu passes en SC c'est aussi encore du 2-2, mais dès que la jante est assez petite pour être près du moyeu, tu peux te retrouver avec ce genre de problème. Donc c'est pareil, fais gaffe à ça, de ne pas usiner ici tes pièces. Fais gaffe aussi avec les choses qui s'enroulent, ça je vous l'ai dit souvent déjà. Tu peux rouler dans l'herbe haute ou haute, ça va s'enrouler entre l'hexagone et le roulement et ça va te flinguer ton roulement forcé sur le moyeu. Ça peut endommager ton moyeu, ton roulement. Et évidemment, toujours pareil, ça fait chauffer, ça freine le véhicule. Donc ça c'est pas bon. Donc faites gaffe. Après les runs, enlevez les roues, checkez s'il n'y a pas de saleté là-dedans. Mettez un petit coup d'huile en bombe sur les roulements. Tous les roulements que vous voyez qui sont apparents. Essayez aussi d'atteindre les autres. Faites gaffe à ça. Et très important, ici je l'ai fait. On va le refaire ensemble. Parce que j'ai laissé autre chose pour vous le montrer. Donc cet engin a une quinzaine de packs. Hein, donc forcément il a déjà eu des montées en température du moteur et tout ce que tu veux. Il a subi des gros chocs. Et regarde ce qui arrive. C'est pour ça qu'il faut faire un entretien régulier. Le moteur, tu vois, sur le dernier pack, c'est desserré. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est pas seulement contrôler ça, c'est ouvrir ici la transmission primaire, même si elle est bien fermée, il y a toujours des choses qui peuvent rentrer. Sur la gamme là, os Stampede Slash, il y a deux petits trous là, pour laisser sortir les petites saletés. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les boucher? C'est à toi de voir. Tu peux mettre tout simplement deux petites vis BTR. Hein.
Tu mets des M3 à l'intérieur, comme ça le trou est fermé. Parce que de là, il n'y a pas trop grand chose qui rentre. Là, parce qu'on voit même à travers. Alors moi je vois à travers, je ne sais pas si toi tu verras la lumière de l'autre côté. As-tu vu la lumière? Pour trouver la voie, il faut que je te coupe la tête. Donc il y a du sable qui peut rentrer, de la boue, de la flotte, ce que tu veux. Là, on a un petit peu d'huile dessus. Et ça te remplit les dents. Ce qui te remplit les dents te fait changer l'entre-dents. Et donc, surtout qu'il diminue, va faire forcer moteur et pignon. Et aussi roulement moteur. Quand tu nettoies, pareil, il faut ouvrir parce que, comme il y a des ouvertures, la flotte rentre, le reste rentre, ou n'importe quoi. Donc check toujours. Je te conseille vraiment après chaque run d'enlever les roues. Enfin, si t'étais pas dans l'herbe haute, t'étais sûr qu'il n'y a rien de roulé, ok. Mais si t'es passé dans l'herbe ou n'importe où ailleurs, tu fais gaffe, t'enlèves tes roues. Tu ouvres ici, tu nettoies là-dedans. C'est très important. Et donc, ça, c'est le problème sur la gamme Arma à la fois. Même si ça va vite, hein, ça va vite pour sortir la transmission. Tu as une vis à enlever pour sortir la transmission, mais après, il faut démonter les 4 vis de l'autre côté pour atteindre la couronne principale et le truc. C'est pas très fragile. On a eu des soucis au début. Je vais vous le montrer dans la vidéo de ce véhicule. C'est très simple d'empêcher ça. Tout simplement, dès que tu reçois le véhicule, sortir la transmission principale, mettre un scotch sous la transmission, c'est ouvert, alors remettre la transmission, ton scotch, il va siffler 1 ou 2 minutes, le temps que la couronne réussit à l'entailler là où elle gêne, et ça s'arrête là. Mais le résultat après, quelques packs, on l'a vu sur le petit typhon, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien de rentrer dans la transmission. Quand tu n'as pas fait un essai stupide comme Mani de mettre tout simplement un pignon à lui qui a coûté la vie à la couronne. Et message d'un abo aussi, c'est là que je vous dis, voilà, ça c'est l'exemple parfait pour vous dire à quel point c'est important que vous participiez aux vidéos. C'est que moi par exemple, j'avais pas la gamme Arma 4S. Parce que pour moi, elle n'a rien à faire là. Je comprends pas l'intérêt de cette gamme au prix où elle est vendue. Puisque vaut mieux prendre tout de suite un buggy 1.8 alors, mettre des roues avec des moyens de 17 plus gros, et tu auras quelque chose de plus solide que cette gamme Arma 4S. Mais sur ce Arma 4S, il y a une couronne en métal. Donc un abo qui m'a dit, pensez les mecs à prendre la couronne métal de la gamme 4S pour mettre sur la gamme Arma 3S. Voilà. Là, puisqu'on l'a en main, alors là c'est vrai que l'idéal aurait été là d'enlever le support, c'est déjà été desserré, remettre de la Loctite si tu veux par exemple, bien nettoyer. Moi il est arrivé, bon là c'est propre, donc j'y rajoute juste un petit peu de graisse pour être tranquille. Voilà, c'est serré par moi, donc je sais que même sans Loctite, ça n'ira plus nulle part ici. Hein? Et tu as vu, regarde, on a beau nettoyer, sous le moteur, dans les petites alvéoles, il nous reste des petits graviers. Alors, là, on va en profiter aussi pour faire l'entredent, évidemment. Alors, sur certains modèles de la gamme Traxxas, maintenant, ils ont mis... Enfin, c'est justement le cas là. Traxxas a pris l'habitude maintenant de faire ceci. Te mettre une petite cale en plastique à l'intérieur. Donc, tu as différentes cales pour différents pignons. Ce qui évite évidemment aux débutants de se planter sur son entredent. Tu as donc juste à le remettre en face. Et il y a bon. Alors pour les options utiles sur ce os, protection d'amorto. Comme ça tu peux rouler sur tes amortos d'origine. Moi, comme dit, je viserais bien des ressorts un peu plus durs pour les amortos d'origine. Les capuchons ne sont pas arrachés, donc pas besoin de mettre les capuchons d'origine. Les capuchons option alu. Des tiges plus solides, s'il y en a. Sinon, tu es obligé de changer les amortos complets. Là, la facture elle va picoter. Les GTR sont chers. Ils sont géniaux, mais ils sont chers. Et ça, c'est toujours pareil, hein, c'est à toi de choisir. Évidemment, avec le prix d'achat de l'engin neuf, 530 €, si
tu dois encore claquer 100 balles les brouettes pour les amortos, en plus du chargeur et de la batterie, etc., ça fait mal. Ça fait mal. J'ai été très surpris aussi de la batterie Traxxas 3S4000. Grâce évidemment à ce moteur, il ne faut pas se mentir, grâce à ce moteur qui ne surchauffe pas, qui ne consomme pas des tonnes, parce qu'il a la bonne dimension pour le poids de l'engin, même peut-être un peu surdimensionné, ça lui permet de rouler plus cool. La batterie avait en 4000, on faisait plus de 20 minutes au niveau autonomie. Même en plein cagnard, elle n'a pas dépassé le tiède. Enfin, elle n'était pas trop chaude, on était à 35-40 degrés par là. Là c'est pareil, tu fais tes choix. Je ne suis pas un fan des batteries Traxxas quand même. Même si là elle m'a bien surprise. Ces engins qui consomment plus, après je préfère rouler avec d'autres. Mais ça c'est toi qui vois. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas changer de prise, n'oubliez pas que par exemple Model Bormetz fait une gamme de batteries déjà avec prise Traxxas exprès. Hein. Donc là aussi c'est toi qui fais tes choix. Donc les options utiles, les protections d'amorto, soit des upgrades d'amorto, soit des GTR. C'est pas la peine de mettre des tourelles alu, c'est pas la peine de mettre une direction alu, le cerveau fait son taf. Après si tu veux plus rapide, plus performant, tu changes ton cerveau. Faites gaffe, il y a certains cerveaux qui ne supportent pas le TSM. Pour ceux qui roulent avec le TSM, moi je roule jamais avec le TSM, donc ça me pose pas de problème, je me pose pas la question. Ce vario n'est pas réglable en bec, il sort 6 volts, donc prends un cerveau en 6 volts, tu peux prendre un cerveau en 7.4 mais tu n'auras pas les performances max du cerveau. C'est pas important si par la suite tu veux récupérer ton cerveau pour le mettre ailleurs, comme ça tu as déjà un bon cerveau. Fixation batterie, dommage que c'est plus qu'un truc unique, tu vois, il faut changer le loquet pour passer sur d'autres épaisseurs. Bon, voilà, tu peux tricher, moi je l'avais mis de l'autre sens avec une mousse, ça va aussi. Par contre, quand vous avez vu aussi, quand je l'ai mal mis, c'était fatal, la batterie allait se promener, pas la 3S d'origine, mais quand j'ai mis une autre batterie qui était trop haute et que j'avais mis mon machin de ce sens, bye bye la batterie. Donc, mauvais exemple. Prenez soin de vos batteries, ne les abîmez pas, ça coûte cher. Il n'y a pas besoin non plus ici du chariot alu. Sur les slash, je l'ai mis parce que je roulais vraiment comme un cochon et les roulements dedans ici, sur le slipper, ont fondu, ça s'est mis de travers, ça a causé des casses. Mais avec le diff central, ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc en définitive, sortie de la boîte, je te conseille vraiment, ça absolument, d'acheter ces protections d'amorto. Et ensuite tu roules. Tu roules, tu roules, tu roules, et ensuite tu avises selon la casse. Tu feras ce que tu trouves nécessaire. Les cardans, c'est un choix. Soit tu prends les cardans option, bon, il y en a plein, Traxxas, CVD, GPM, Raiden Racing, Hot Racing, c'est à toi de faire le choix. Il faut regarder sur les forums ce qu'il y a eu comme casse. Moi, j'ai pas expérimenté d'autres puisque j'étais content avec les origines. Si je casse, moi perso, je reprendrai les origines pour la simple et bonne raison qu'elles sont pas chères. Et tu peux changer les pièces indépendamment. Tu casses juste le bout qui a cassé. Ça va très vite sur le terrain. Donc voilà. Pas besoin de s'embêter plus que ça. Pour les débutants, évidemment, ça ne va pas être facile de changer les huiles d'amorto tout de suite, mais je te conseille aussi, avec tes protections d'amorto, d'acheter de l'huile 600 CST. Franchement, mets au moins de la 600 CST dans cette bagnole, et le reste, tu laisses origine. Mais c'est tout. Donc la grecque, tout ce qui doit être fait est fait. Matisse, tu branches, tu roules, tu te fais plaisir. Alors on a donc réglé les amortos devant plus raide. On a toujours par contre encore les ressorts d'origine. Moi j'étais satisfait. Même tu as vu sur les gros sauts, bah, ça va taper, mais il encaisse. Les bulkheads encaissent les chocs sans problème. J'ai bien fait de le retourner encore une fois. On va s'occuper de ça avant de te l'emballer. Donc il y a 4 vis à enlever, je le rappelle, pour séparer le train arrière. Ce qu'on va faire, on va séparer, on va le remettre pour remettre ça à sa place. Les carreaux, quand tu les auras cassés, soit tu changes parce que tu aimes bien les couleurs, les machins, tu veux en peindre une toi-même, tu en prends une en Lexan. Sinon, les renforcer, les acercer, ils font celle du os, ils font d'autres carreaux qui se montent. Maintenant, tu as le choix entre le noir, le blanc et le vert, ce qui est sympa.
On espère bientôt voir arriver du orange, du rouge, du gris, du jaune et du bleu. Hein, Elsa, s'il te plaît. C'est moins facile qu'il n'y paraît de trouver ces couleurs, puisque la plupart des gens utilisent les plaques pour les thermoformer. Et les couleurs arrivent souvent en granulé. Donc il te faut toi-même le matériel pour passer du granulé à la plaque. Ça ne se fait pas comme vous croyez. Il ne suffit pas de le chauffer, de le mettre au four dans une plaque, attendre que ça devienne liquide. Ça ne se met pas ensemble comme le T1000. Et ensuite, tu as une plaque. Ça ne marche pas comme ça. Il faut une centrifugeuse, il faut du gros matériel, un gros investissement. Et voilà. Hein. Il existe sûrement plein de petits trucs imprimés 3D que tu peux mettre dessus. Moi, tout ce que j'ai testé imprimé 3D n'a pas tenu. Enfin, sur les gros engins. Hein. Les trucs imprimés 3D sympas, c'est les petites pièces en TPU à certains endroits qui peuvent être bien. Genre faire ici un mini cale en caoutchouc comme dans le X-Max. Mais il encaisse, il n'a pas vraiment besoin. Support ventilateur moteur en PETG et compagnie, laissez tomber. Les moteurs chauffent à une certaine température, ça va être bye bye. Ça tiendra pas sur les gros chocs, les impacts, etc. Les ventilomoteurs complets coûtent pas cher, tu en trouves pour 5 euros, tu as la clampe complète en alu avec le ventilo dessus, tu clipses dessus, tu mets en route. Sur ce genre de petits engins, c'est pas la peine d'aller chercher le ventilo à 50 000 tours minute de truc de fou avec sa petite batterie 3S ou branché sur la batterie pour qu'il souffle malade. De toute façon, si tu as besoin d'un refroidissement aussi balèze, c'est que ta bagnole a un problème. Règle ta caisse, ton pignon, ce qu'il faut pour que ton engin soit utilisable sans trop devoir être refroidi ou autre, parce que c'est ce qui aide. Ce que tu dois trouver, c'est la plage de confort. Après, si tu veux des performances extrêmes, tu changes le moteur, tu changes le Mario, tu changes le voltage de la lipo. Il n'y a pas d'autre solution simple, enfin logique, parce qu'il faudra être dans la plage d'utilisation confort de ton combo 4, 5 ou 6S si tu veux vraiment délirer. Ce qui sera beaucoup plus efficace que de mettre ici un énorme pignon et un énorme super ventilateur qui va souffler comme un malade. C'est sûr que c'est moins cher de mettre le gros ventilo dessus qui souffle machin que de changer le combo. Mais si tu forces ton combo, il va mourir. Donc à la fin, tu n'auras rien économisé du tout. Tout simplement. Pesez toujours le pour et le contre avant de faire tout et n'importe quoi. Méfiez-vous, justement, ouais, c'est sur les forums américains, ils sont tous partis en speedrun, en vitesse, en machin, en truc, il faut mettre pignon plus gros, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ça sans la moindre réflexion derrière, ils ne se posent pas la question, ça a cramé, je change. Mais derrière, il y a un budget quand ça a cramé, il faut changer. Donc, faites ce qui est raisonnable pour votre budget, selon vos capacités avec votre véhicule. Salut les gars.